Bonjour à tous, plaisir toujours de vous retrouver sur Al24 News et cette interview exclusive avec un invité spécial avec qui on fera connaissance aujourd'hui. On évoquera son parcours, son engagement, mais également ses opinions sur comment fonctionne le monde d'aujourd'hui. Un monde qui vit, vous le savez, ces derniers temps, des bouleversements sur le plan géopolitique, des bouleversements qui pourraient d'ailleurs aboutir à l'émergence d'une nouvelle donne politique sur l'échiquier international avec éventuellement un nouvel équilibre des forces. On en parlera avec Dr Stéphane Junès, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes politologue américain, spécialiste en relations internationales, professeur à l'université de San Francisco. Vous coordonnez un programme d'études sur le Moyen-Orient. Vous êtes également analyste principal des politiques pour le Project Foreign Policy in Focus de l'Institute for Policy Studies. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages dont l'un est consacré au Sahara occidental, intitulé Western Sahara. Et je crois, Monsieur Junès, que votre visite en Algérie a un lien avec ce qui se passe actuellement au Sahara occidental. It is great to be with you. Thank you for inviting me. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de m'avoir invité. Alors, donc, j'aimerais revenir avec vous sur cette visite effectuée en Algérie. Elle a un lien avec ce qui se passe actuellement au Sahara occidental. C'est un dossier qui vous intéresse, Monsieur Junès? Yes, I've been interested in the Western Sahara issue for more than 40 years. Oui, je suis intéressé au problème du Sahara occidental depuis plus de 40 ans. To my book. C'est pour ça que j'en fais le thème de mon livre. Je suis personnellement impliqué dans la cause du Sahara occidental et dans la lutte du peuple pour leur liberté. Mon implication dans ce domaine n'est pas seulement envers le peuple sahraoui, mais aussi envers l'application et le respect du droit international et en opposition à l'invasion et l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Cela fait partie des bases du droit international qui s'applique à la communauté internationale. Donc la conquête du Maroc a soulevé des questions, dont l'une soulève la question du droit à l'autodétermination. Et ce qui se passe au Sahara occidental, est-ce que à une portée mondiale? Alors, vous avez parlé, Monsieur Junès, sur votre engagement à faire respecter le droit international au Sahara occidental. Dans le cadre de ce déplacement, vous avez été dans les camps des réfugiés sahraouis. Quel était votre constat, Monsieur Junès, et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce déplacement? C'est mon deuxième voyage dans les camps de réfugiés. Le premier est en 1997. Ça fait plus de 25 ans. Et j'ai apprécié, j'ai pu voir les conditions aussi des Sahraouis dans les camps. Tout le monde vivait dans des tentes là-bas. Ce qui est triste, c'est qu'ils sont encore là-bas et qu'ils devraient avoir des maisons, non pas vivre dans des tentes. Les conditions sont très difficiles là-bas. D'autres problèmes sérieux se posent. Le Polisario et la générosité du gouvernement algérien pour répondre aux nécessités principales des populations sahraouis. Les gens sont engagés sur place. Je n'ai jamais vu une lutte pour l'indépendance aussi dure qu'au Sahara occidental. C'est aussi organisé, c'est démocratique.
Il y a quelques leaders charismatiques et les gens aussi sont impliqués dans la construction de leur société. Ils se basent, ils donnent de l'importance à cet attachement à la démocratie, tout comme dans des pays où la démocratie est bien installée, comme les États-Unis ou la France. Et ils luttent et persistent contre la répression du gouvernement marocain. Alors justement, j'aimerais revenir avec vous, Monsieur Zunes. L'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, quel est votre point de vue sur la position américaine actuellement à l'égard du conflit du Sahara occidental? Président Biden est revenu sur certaines décisions de Donald Trump sur la scène internationale et concernant la politique internationale. Certains accords, certains contrats, mais dans d'autres dossiers, tels que le dossier du Sahara occidental, il n'est pas revenu sur les accords de Trump. Le président Biden n'a pas officiellement annoncé qu'il ne reconnaissait pas l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Mais si vous regardez les cartes officielles du gouvernement américain, vous verrez que le Sahara occidental fait désormais partie du Maroc. Les États-Unis sont la seule grande puissance qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cela fait des années que les États-Unis ne vont pas dans cette direction-là et qu'ils prônent la négociation. Dans ce cas, c'est mauvais pour l'image des États-Unis de faire un tel changement. United Nations-led peacekeeping or negotiation efforts. Il y a cependant des efforts de négociation continus. Mais il y a aussi une question de double standard et d'hypocrisie de la part des États-Unis si on compare la situation à l'Ukraine et la Russie. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour faire, on va dire, pour que le Sahara occidental occupe une importance pour l'administration américaine actuelle? Il y a besoin d'une pression de la part de la communauté internationale, des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et d'autres qui supportent l'autodétermination. Et aussi une pression de la part du peuple américain. Les Américains, le peuple américain a parfois forcé des changements en Amérique, en Afrique du Sud, en Indonésie. Le gouvernement américain peut prendre de mauvaises décisions et le peuple américain est là pour lui montrer qu'il se trompe parfois. Le problème avec le Sahara occidental, c'est que la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler du Sahara occidental. Il y a 25 ans, personne ne connaissait cette région. Contrairement à l'Indonésie, par exemple. Et il y a eu des cas, des précédents où les populations ont fait pression sur le gouvernement et provoqué des changements majeurs. C'est le rôle de la communauté internationale, de l'opinion publique, de se soulever et de mettre des pressions sur les gouvernements, sur les preneurs de décisions concernant le Sahara occidental. Vous êtes à Alger, Monsieur Zunes, et vous avez justement rencontré Amar Bellani, qui est l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental au ministère algérien des Affaires étrangères. Quel était l'objet de cette rencontre et quel rapport entretenez-vous avec l'Algérie, avec ses principes inaliénables en faveur des causes justes? Je pense que l'Algérie
a été un modèle pour le monde, un modèle de solidarité. En termes de mobilisation, ils ont réussi à mobiliser plusieurs pays à travers le monde pour supporter cet effort. Et les gens ont échangé des idées. L'Algérie a un intérêt stratégique à s'opposer à l'expansionnisme marocain. Mais il y a aussi l'héritage révolutionnaire de l'Algérie. L'Algérie a supporté des mouvements de libération nationale contre des colonisations portugaises, contre l'apartheid en Afrique du Sud. L'Algérie a supporté la cause palestinienne. Il y a une grande partie de votre héritage qui fait partie aujourd'hui des croyances même en Algérie, et le soutien au Sahara occidental fait partie des causes naturelles de l'Algérie et des politiques gouvernementales algériennes, mais aussi des gens ordinaires en Algérie. Si tout le monde faisait pareil, le Sahara occidental serait aujourd'hui libre. Autre cause juste que l'Algérie défend, qui est souvent reléguée au second plan dans les préoccupations de la communauté internationale, il s'agit de la cause palestinienne. Vous avez publié plusieurs articles dans lesquels vous dénoncez la politique d'occupation que mène Israël dans la région. Vous qualifiez cette politique de dangereuse. Pouvez-vous nous expliquer, nous donner plus d'explications? Certainement, le Maroc et Israël agissent de la même façon. Ils violent les normes internationales. Ils renient, refusent au peuple le droit à l'autodétermination en faisant fi des lois internationales avec le support et le soutien des États-Unis. Ce n'est pas un accident si le Maroc et Israël deviennent de plus en plus proches. Ils ont établi des relations diplomatiques formelles, économiques et sécuritaires. Et mon gouvernement, celui des États-Unis, a supporté ces rapprochements et ces violations par les Israéliens et par les Marocains. Les États-Unis ont donné des excuses sur le fait de ne pas pouvoir soutenir la cause palestinienne et reconnaître un État palestinien, soi-disant parce que il y a des mouvements terroristes en Palestine qui ne sont pas assez démocratiques. Mais le Polisario n'a jamais été un mouvement terroriste. C'est un mouvement particulièrement démocratique. Et l'État du Sahara occidental l'est aussi. Et c'est là qu'on voit l'excuse de la part du gouvernement américain apparaître dans ce dossier-là. Et ce n'est pas sincère. Le soutien à Israël et au Maroc est basiquement une question de puissance. C'est une question de politique de puissance internationale. Il n'y a pas de morale qui entre en jeu dans ces dossiers-là de la part des États-Unis. Ce n'est pas simplement une question de lobby. Quelles est, à votre avis, Monsieur Younes, les conséquences d'une telle politique de normalisation que mènent les pays arabes, certains pays arabes, à l'égard d'Israël? La plupart des pays ont accepté l'idée qu'Israël existe malgré les terribles exactions d'Israël. Tant que les Palestiniens ont un petit État,
et une capitale à Jérusalem. Israël ne veut pas donner cet État aux Palestiniens. Je peux comprendre qu'on accepte l'existence d'Israël, mais il faudra accepter l'existence de la Palestine aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Car les Israéliens continuent à coloniser les territoires palestiniens. Il y a une oppression terrible et une violence envers les Palestiniens. Ça n'a pas de sens. Militarily, the Arab world is no match for Israel. Israel is by far the most powerful. Le monde arabe est loin de la puissance stratégique d'Israël. Le seul levier qu'ont certains pays arabes est de reconnaître Israël, mais sans aucune contrepartie. Mais ne pensez-vous pas que cette politique favorise un petit peu l'impunité qu'a Israël actuellement Oui, ça montre la faiblesse du système des Nations Unies, qui en fait est dominé par les États-Unis, tout comme l'est la communauté internationale. There have been no less than 42 resolutions. Il y a eu pas moins de 32 résolutions au Conseil de sécurité concernant les violences israéliennes et les violations du droit international. Elles ont été stoppées par les États-Unis grâce au veto. Les États-Unis ont été for moving things forward, because if any other country si c'était un autre pays qui avait fait la moitié de ce qu'Israël a fait, il y aurait eu des sanctions internationales. Israël n'a pas de volonté de changer sa politique. Ils ont ce parapluie, ce veto de la part des États-Unis qui les protégera, quoi qu'il arrive. Les États-Unis disent qu'ils soutiennent une solution de deux États, mais en même temps, ils refusent de conditionner l'aide militaire et économique donnée de la part des États-Unis à Israël. C'est une aide sans condition, alors que beaucoup de leviers existent dans le désinvestissement, le boycott. Il y a beaucoup de moyens de mettre la pression sur Israël, de trouver des solutions, de la forcer à trouver des solutions, mais dans la pratique, c'est très différent. Dans la pratique, les États-Unis supportent Israël, qui colonise et qui annexe. Peut-être est-il trop tard pour une solution à deux États. Les données démographiques de la bande de Gaza montrent que la politique des États-Unis n'est pas seulement mauvaise pour la Palestine, mais aussi pour le modèle israélien qui voudrait trouver des solutions à ce conflit. Israël n'est pas seulement supporté par les États-Unis, mais... Alors, en guise de dernier mot, Monsieur Stéphane Zunès, quand on voit tous ces développements, Monsieur Zunès, quelle est votre perception du monde actuellement ? Le monde est de plus en plus compliqué, plus qu'il ne l'était avant. Les États-Unis pourraient envoyer la CIA, ils pouvaient avant envoyer la CIA et faire tomber un gouvernement. Ils pouvaient avant mettre la pression sur les alliés européens, mais aujourd'hui, les États-Unis n'ont plus ce pouvoir. Pour plusieurs raisons, parce que nous vivons dans un monde désormais multipolaire, il y a d'autres pays qui émergent, qui montrent leur puissance et leur influence.
Mais il y a aussi le côté militaire. Ce n'est pas le côté le plus important. Les États-Unis continuent à être le numéro 1 mondial en matière de puissance militaire. Il l'était aussi pendant la Première Guerre mondiale. Mais le fait que vous avez une société mondiale globalisée, qu'il y ait des opinions publiques, qu'il y ait des interdépendances, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, qui font que le monde aujourd'hui est plus compliqué. Les États-Unis n'auront plus le pouvoir qu'ils avaient auparavant. Monsieur Stéphane Junès, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes politologue américain, spécialiste en relations internationales et vous êtes en visite en Algérie pour montrer également votre soutien à la cause sahraoui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir suivis.